L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a donné de la voix. Il demande dans une lettre ouverte adressée au président français qu'il se prononce sur la situation en Côte d'Ivoire, évoquant un silence assourdissant. Le balai des candidatures se poursuit à la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan a déposé ce jeudi son dossier de candidature. Il a appelé à l'occasion ses partisans au rassemblement. Cette demande de l'État burundais qui pourrait paraître insolite, Bujumbura réclame à la Belgique et à l'Allemagne 43 milliards de dollars pour réparer les torts causés pendant la colonisation. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Le balai des candidatures se poursuit à la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan a déposé ce jeudi son dossier de candidature. Celui qui dirige l'une des ailes du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo a appelé ses partisans au rassemblement. Écoutons-le. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le rassemblement pour mettre fin aux souffrances endurées par notre peuple. Le rassemblement pour permettre au président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, de rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire au lendemain du 31 octobre, parce que leur retour sera le premier acte politique que je poserai. Je veux être le candidat de tous les Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest, être le candidat de l'unité nationale, de la réconciliation nationale. De son côté, Kwadwo Kona Bertin dit Kakabe en rupture avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. PDCI, ancien principal parti d'opposition, a déposé mercredi son dossier de candidature à la commission électorale indépendante à Abidjan. Il se présente comme un candidat indépendant. Je suis candidat indépendant, je viens pour le peuple de Côte d'Ivoire, a déclaré Kwadwo Kona Bertin dit Kakabe, précisant que ce n'était pas une candidature de rupture avec le PDCI. Réputé pour sa gouaille, Kakabe s'était déjà présenté à la présidentielle de 2015, terminant troisième avec 3,88% des voix, alors que l'ancien président Henri Konan Bédié, chef du PDCI, soutenait le président Alassane Ouattara, alors candidat à un deuxième mandat. Ne pas avoir de candidat en 2015, c'est participer ensemble à la signature de l'acte de décès du parti de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, avait-il indiqué. Cette fois-ci, il se présente à nouveau contre son parti qui a désigné Konan Bédié, 86 ans, candidat. Les candidats ont jusqu'à lundi minuit pour déposer leur dossier et ne doivent pas être nécessairement présents physiquement. Lundi, le président Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature appelant à la paix après les violences qui ont fait au moins 8 morts depuis l'annonce qu'il briguerait un troisième mandat. Élu en 2010, puis réélu en 2015, le chef de l'État, 78 ans, avait initialement annoncé en mars son intention de ne pas se représenter à l'élection présidentielle du 31 octobre et de passer le relais à son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci est décédé brutalement le 8 juillet d'un infarctus. La Constitution limite à 2 les mandats présidentiels. Les partisans de Ouattara affirment que le changement de constitution en 2016 a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une troisième candidature. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a donné de la voix, candidat à la présidentielle du 31 octobre malgré son exil en France. Il demande dans une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron de se prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire, évoquant un silence assourdissant. Nous sommes des millions et des millions. Nous avons tendu l'oreille. Nous n'avons entendu que le silence de la France, chère patrie des droits de l'homme. Un silence assourdissant, écrit Guillaume Soro dans sa missive, publiée par l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche sur son site internet ce mercredi. Le pays est pris dans un tourbillon qui fait valser les libertés fondamentales. Aucun démocrate au monde ne saurait se résigner face à ce crime commis sous nos yeux, écrit-il, évoquant des milices du pouvoir qui attaquent désormais les manifestants pacifiques à coups de gourdins et de machettes sous les yeux complices
de la police. L'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara le 6 août à un troisième mandat controversé a été suivie de violences ethniques qui ont fait au moins 8 morts sans qu'il ne soit possible d'établir clairement les responsabilités. Quand M. Ouattara, sous pression, fit une annonce tonitruante indiquant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, vous avez cru devoir le féliciter en saluant sa décision historique, écrit Soro. J'imagine que vous êtes informé du revirement de M. Ouattara. En vous exprimant une première fois, vous êtes désormais partie prenante dans le débat politique ivoirien. Votre silence à la forfaiture qui se dessine serait incompréhensible et totalement incompris. Pire, aux yeux de beaucoup, il vaudrait complicité, poursuit-il. Guillaume Soro, qui a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics, vit en exil en France, d'où il a annoncé sa candidature. Il a été radié la semaine dernière des listes électorales en raison de cette condamnation. Sa détention n'aura été que de courte durée. Ibrahim Boubacar Keïta, désormais libre, le président malien renversé par la junte, a quitté le camp de Kati, base des militaires au pouvoir. Il est rentré à son domicile, a indiqué l'un des responsables et porte-parole de la junte. Aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta est libre de ses mouvements. Le chef de l'État malien, renversé par les militaires, est à son domicile. C'est ce qu'a déclaré le capitaine Djibrila Maïga, un porte-parole de la junte. Le comité national pour le salut du peuple mis en place par les militaires pour diriger le pays informe l'opinion publique nationale et internationale que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré et se trouve actuellement à sa résidence, a annoncé le CNSP sur Facebook. Un membre de sa famille a indiqué sous couvert de l'anonymat que le chef de l'État était rentré dans la nuit dans sa résidence du quartier Sébenikoro. Keïta, âgé de 75 ans, avait été arrêté avec plusieurs autres responsables le 18 août dernier lors du putsch mené par des officiers maliens après des mois de tourmente politique. Keïta, communément désigné des Maliens par l'acronyme IBK, est devenu aux yeux de nombre d'entre eux le principal responsable de la grave crise sécuritaire, politique et économique dans laquelle s'enfonce leur pays depuis des années, avait annoncé le soir même sa démission sur la télévision nationale, disant ne pas avoir d'autre choix pour éviter une effusion de sang. Il était retenu depuis en un lieu non divulgué officiellement. Des Algériens se sont dit contre le référendum du 1er novembre prochain sur une révision de leur constitution prônée par le président Abdelmadjid Tebboune. La nouvelle constitution est censée répondre au puissant mouvement de protestation qui réclame un profond changement du système politique. Les Algériens se prononceront par référendum le 1er novembre prochain sur une révision de la constitution prônée par le président Abdelmadjid Tebboune est censé répondre au puissant mouvement de protestation qui réclame un profond changement du système politique. Voilà, je pense que le projet de la révision de la Constitution, il est fait un peu dans la précipitation. Donc choisir la date de 1er novembre, c'est une date symbolique pour les Algériens. Donc je pense que ce n'est pas le moment. En plus de ça, il y a plusieurs points importants dans le projet que doivent avoir plus de débats entre toute la classe politique, l'opposition comprise. Donc le poste de vice-premier ministre, l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger, la séparation de pouvoir. Surtout que les revendications de Hirak aussi, il faut les concrétiser. Ils doivent avoir une place dans cette nouvelle constitution. Pour le moment, on voit que c'est presque la même constitution de Bouteflika, où tous les pouvoirs sont entre les mains du président. Donc la séparation de pouvoir n'est pas garantie à ce jour, donc on est toujours dans l'embarras. Aujourd'hui, la scène politique et sociale algérienne, je pense que ça ne permet pas d'y aller vers un référendum de la Constitution. Surtout que le projet de cette Constitution n'a pas été travaillé par tous les Algériens et par toutes les personnes figurantes sur la scène politique. Le document comporte 73 recommandations réparties en 6 grands axes dans le renforcement de la séparation des pouvoirs qui concernent les prérogatives du président, du chef du gouvernement et du Parlement, mais aussi le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption. L'un des aspects controversés du test ouvre la voie à un possible déploiement de l'armée algérienne à l'étranger, faisant craindre un changement de doctrine militaire du pays qui écarte actuellement toute intervention hors de ses frontières.
Je vous le disais en titre, cette demande de l'État burundais qui pourrait paraître insolite. Bujumbura réclame à la Belgique et à l'Allemagne 43 milliards de dollars pour réparer les torts causés pendant la colonisation. Écoutons les explications d'un historien pour plus de précision. En 1896, l'Allemagne a envahi le Burundi, a attaqué le Burundi et après avoir vaincu le roi, il lui a imposé de payer une amende de 424 têtes de vache. Alors, les chercheurs économistes et vétérinaires ont fait ces calculs et ont trouvé le chiffre qui est de 43 milliards de dollars. Voilà en fait la compensation en termes de monnaie. Et la continuité de l'État exige que les dirigeants du Royaume de Belgique aujourd'hui reconnaissent et demandent pardon pour les crimes commis au Burundi. Et là, il faut qu'il y ait une restitution des archives. Et d'ailleurs, pour construire ces infrastructures, la Belgique en avait détruit d'autres, surtout l'infrastructure morale. Le dieu burundais, Imana, avait été détruit de fond en comble en détruisant les sites mémoriaux comme Mugera, comme Bukeye, comme Kibumbu, ainsi de suite. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. L'information, quant à elle, revient dans un instant. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur